Au bout de la nuit, les Léopards ont fait crier les deux Congos avec une victoire historique face au pharaon d'Égypte. 7 fois champion de cette compétition, la RDC se qualifie en quart de finale et va rencontrer la Guinée-Conakry qui a obtenu son ticket quelques heures plus tôt. Il se tient à l'Assemblée nationale ce lundi une session inaugurale pour la 4e législature avec les 477 élus nationaux provisoirement. Un rendez-vous des multiples enjeux quand on sait que le président réélu aspire à de nombreuses réformes qui passeront par la Chambre basse. 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Il s'agit du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans leur communiqué, ils expliquent que leur départ est causé par l'influence des puissances étrangères qui est devenue une menace pour les États membres de la CEDEAO et les populations dont elle est censée assurer le bonheur. Nous recevrons dans ce journal notre éditorialiste Jean-Marie Kassamba pour analyser la question. Mesdames et messieurs, bonjour. Les Léopards de la RDC ont renversé la pyramide hier au bout d'une suspense pour se qualifier en quart de finale. Ténaces, les fauves congolais ont mis les pharaons en doute pendant les 90 minutes avant d'aller les titiller aux prolongations et finalement les éliminer à la séance des tirs au but 50 ans après. Un scénario inattendu face à un pays expérimenté des tirs au but. À San Pedro, Christian Bokaya nous résume cette rencontre historique. La pyramide s'est écroulée à San Pedro. Oui, les Égyptiens que vous avez vus hier, vous ne les reverrez plus jamais dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était quand même un match d'euphorie, un match de frissons, un match plein de rebondissements. Personne, alors nombreux n'avaient pas cru que les Égyptiens allaient plier bagage. Les Léopards nous ont régalés, ils nous ont rendus fiers. Les fauves congolais ont rendu fiers toute la nation parce qu'il fallait quand même aller chercher cette qualification au bout du bout. Oui, ils l'ont fait. Déjà qu'ils ont très bien démarré la rencontre en marquant en premier. C'est vrai que l'Égypte est revenue dans le match après un penalty discutable et sifflé bien sûr par l'arbitre sud-africain. Au retour de vestiaire, le match était quasiment dominé par les Léopards de la RDC. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittés sur le score de parité, un but partout. Même scénario lors des prolongations. Il a fallu attendre la séance des tirs au but. Comme les cœurs de Congolais battaient, puisqu'on savait que l'Égypte avait les atouts lors de la séance des tirs au but, avec son métronome Gabaski, qui est plus dangereux dans cette étape. Mais les Congolais, les Léopards, étant des vrais vaillants, ils n'ont rien lâché. Ils sont allés chercher cette qualification jusqu'au bout. La RDC en quart de finale. On espère peut-être que l'histoire des années 74 pourrait se répéter quand la RDC avait éliminé les pharaons d'Égypte. La RDC est allée bien sûr gagner ses trophées avec la génération d'Enda et Moulamba. Ces joueurs étaient mirobolants. Ils ont été incroyables. Juste à côté, Christian Bokaya, dans les couloirs du stade Laurent Pokou de San Pedro, a rencontré les sélectionneurs des Léopards, Sébastien Desabres ainsi que quelques joueurs. Ils ont exprimé leur joie, mais aussi ambition pour la suite de la compétition. Histoire echanzaka te parce que tomonaki na baréseaux sociaux babimisaki bamatch nyonso beta na Égypte mais oyo ezalaki important bakolo bapapa oyo babetaka liboso na biso eza force na bango rage wana tozali na posa nango pourquoi baganyaka ya biso parce que eza jeu biso moko tozalaki na ondima tozali déterminé tobaki tout est possible na terrain parce que na terrain bakosaka te toyaki na niak na soutien ya peuple congolais yango tosali topesi résultat o eloko esali différence na match ya lelo mpo na ngai etake joueur na remarqué eza kaka détermination parce que tozalaki déterminé. Oui, on l'a fait puis dans la douleur. C'était pas un match facile, c'était un match compliqué, un match difficile. Parce qu'au début du match, c'est l'Égypte qui avait la possession et nous on partait en contre-attaque parce qu'on savait très bien que derrière eux c'est un peu lourd. Voilà, c'était un peu compliqué pour rentrer dans le match et puis on a eu à marquer le premier but. Après ils ont égalisé et après c'était un peu compliqué la deuxième mi-temps et puis on s'est créé des occasions et à la fin c'est la chance aussi qui a assuré et puis c'est le travail aussi. Parce qu'on a travaillé pendant un mois, on l'a fait vraiment dans la douleur. On se sent heureux, surtout heureux pour les joueurs parce que je suis fier des joueurs. Ils donnent tellement à chaque séance d'entraînement, tellement à chaque stage pour le pays et pour l'équipe nationale
que je suis content qu'il soit récompensé aujourd'hui par un quart de finale. Il fallait déjà rester calme, c'est ce que je leur ai dit, c'est ce qui a été fait. Je pense que mentalement on a été assez solide, à l'image de la série de pénaltys où on est toujours derrière et puis on égalise, jusqu'au moment donné où l'équipe craque. Voilà, donc non, c'est vraiment bien. On est content de donner de la joie. On est là pour ça au final, de la joie et de la fierté à tout le monde. Maintenant, il faut bien récupérer et se projeter sur le prochain match. C'est qu'une étape, donc il va falloir faire un bon match aussi contre la Guinée. Merci. Et comme vous pouvez l'imaginer, le pays n'est pas allé au lit ce dimanche avant d'avoir la certitude sur le sort des Léopards dans cette compétition. Kinshasa, Goma, Lubumbashi et même Brazzaville, la capitale voisine, comme je le disais dans les titres, a sauté de joie et célébré cette victoire comme une finale. Des images du président de la République en train d'exulter font le tour des réseaux sociaux. Également, Nathan Diamoueté résume et justifie cette joie dans ce commentaire. Kinshasa dans la joie ce dimanche soir. Après une séance cruciale des tirs au but dont le gardien des Léopards, Lionel Passy, marque le dernier coup. Enfin, l'arbitre arrête le jeu. Les Quinois des Bandalungwa, une des communes de l'ambiance, explose de joie pour la victoire. Lionel Passy, voilà. À peine on y croit, l'équipe de la République démocratique du Congo est en quart de finale. Je suis tellement content. Je suis tellement content, oui. Oui, nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Rendez-vous encore. Surveillez le fleuve Congo. Surveillez le fleuve Congo. La soirée se termine en beauté. 120 minutes plus tôt, elle commençait dans les terrasses. Les bars sont bondés. La certitude de la qualification s'élisait déjà dans les yeux des Congolais pour ces quarts de finale qui s'annoncent déjà inoubliables. Premièrement, je suis animé d'un sentiment de joie parce que ce n'était pas facile en tout cas. Parce que quand vous avez dit que nous allons remporter ces matchs, et chose promise, chose faite en tout cas, je suis très content que vivent les Léopards en tout cas. Même ambiance à la télé de la star congolaise Dadju, chez lui à la maison. Ici, l'artiste et musicien apprécie le spectacle des Léopards et saute de joie en chantant Fimbo et signe sur sa publication « Je vais tout casser ». Chez les voisins en face de la République démocratique du Congo, au Congo, c'était également la joie pour les supporters brazzavillois, malgré leur absence à la compétition, mais aussi le rôle de la surveillance du fleuve qu'ils assument depuis les débuts de la CAN en Côte d'Ivoire. Ils sont satisfaits de la prestation de leurs frères congolais. Brazzaville, regardez, on est à Brazzaville, regardez. On continue de surveiller le fleuve. Vous continuez seulement de faire le match nul jusqu'à la finale. On est à Brazzaville, on a quitté le fleuve. Même sentiment pour les présidents de la République, Félix Tshisekedi, depuis le palais présidentiel. Réunis en famille, le chef de l'État célèbre la qualification. Le rendez-vous est donc donné pour les quarts des finales. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter cette fois la Guinée ce vendredi. Une autre rencontre cruciale. Félicitations donc aux Léopards. Après la convocation de la session plénière et extraordinaire à la Chambre basse du Parlement pour la législature 2024-2028, plusieurs enjeux sont à souligner, entre autres la validation des pouvoirs des députés, rédaction du règlement intérieur, élection et installation du bureau définitif. Cette législature s'annonce très houleuse et plusieurs initiatives pour des réformes constitutionnelles ne sont pas à exclure. Analyse de Jean-David Kilolo. Ce 29 janvier marquera les débuts de la session extraordinaire inaugurale de la législature 2023-2028 à l'Assemblée nationale. Quels sont les enjeux et quels sont les acteurs pour cette session? Parmi les principaux enjeux de cette session extraordinaire, qui s'étend l'élaboration du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, on retrouve l'identification et installation des membres du bureau provisoire par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, la validation de pouvoirs des députés nationaux, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de la Chambre, l'élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au cours de cette session, l'identification de la majorité parlementaire sera également effectuée. Cette étape est cruciale pour
calculer la répartition des postes au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cette démarche nécessite la nomination d'un informateur par le président de la République et la signature de la déclaration d'appartenance à l'opposition ou à la majorité parlementaire. Avant l'élection de membres du bureau définitif, la Chambre du Parlement attendra également la fin du contentieux électoral traité par la Cour constitutionnelle. Pour le premier bureau, appelé bureau d'âge, il s'agit d'un bureau des fêtes composé de 3 membres, dont le doyen le plus âgé selon les données de la CENI, le 2 Benjamin dont le moins âgé est désigné questeur et l'autre rapporteur. Ces 2 derniers assistent le doyen désigné président du bureau. Selon ces données, Christophe Mbosso, 82 ans, né le 7 août 1942, président sortant du bureau définitif de l'Assemblée nationale et les doyens d'âge et président de fait de ce bureau. Il sera assisté de Haj Matembo Toto Moïse, 26 ans, né le 18 juin 1997, questeur, et Serge Bahati, 27 ans, né le 6 novembre 1996, rapporteur. L'élaboration du règlement intérieur est confiée à une commission spéciale et temporaire désignée par le président du bureau d'âge. Cette commission a pour mission de préparer la mouture de ces textes régulateurs de la vie au sein de la Chambre. La proposition sera débattue et adoptée en grande plénière. Quant au bureau définitif, il est constitué de 7 membres respectant l'équilibre géopolitique, à savoir le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, les rapporteurs adjoints, les questeurs et les questeurs adjoints. Ces membres sont élus selon un calendrier électoral proposé par le bureau provisoire et adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général à l'Assemblée nationale a convoqué cette session extraordinaire, entre autres pour valider les mandats des députés nationaux élus aux élections de décembre 2023, comme vous venez de le suivre. Parmi eux, plusieurs ministres, y compris le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde. Quel sera le sort de ces ministres? Pour quand la désignation d'un gouvernement intérimaire expédiant les affaires courantes? On retrouve de nouveau Jean-David Kilolo pour des explications. Après la validation de leur mandat à l'Assemblée nationale, Sama-Lukonde, 4 vice-premiers ministres élus à la députation nationale aux législatives du 20 décembre 2023 devraient démissionner du gouvernement pour siéger à l'Assemblée nationale, étant le seul n'ayant pas postulé à ces élections. Le président du MLC et membre du présidium de l'Union sacrée devrait, sauf changement, assumer l'intérim à la tête du gouvernement congolais au mois de février. Des démissions pourraient être générales parmi les membres de ce gouvernement. Avec un total de 57 ministres et vice-ministres, 25 membres de ce gouvernement ont réussi à se faire élire dans diverses circonscriptions électorales en République démocratique du Congo. Dans cette liste figure le patron du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde. Après leurs élections, ce nouveau parlementaire devront siéger à l'Assemblée nationale et se débarrasser si possible de leurs fonctions gouvernementales. Dans un communiqué, le bureau de l'Assemblée nationale a émis une convocation pour la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Donc tous les députés nationaux proclamés provisoirement élus le 14 janvier 2024 par la CENI sont invités à participer à cette session d'ouverture. C'est à cet effet que le gouvernement Sama II connaîtra son sort. En cas de validation du mandat du Premier ministre Sama-Lukonde en tant que député national, le gouvernement de la République démocratique du Congo, cette fois-là, sera réputé démissionnaire. Et si le Premier ministre opte pour siéger à la chambre basse du Parlement, tous les membres devront démissionner selon les lois du pays. Et le président de la République pourrait nommer un Premier ministre intérimaire qui pourrait expédier les affaires courantes dans un délai bref. En dehors de nos frontières, le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent d'annoncer leur retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de ces 3 pays soulignent notamment que l'organisation ouest-africaine n'a jamais porté assistance à ces États dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme et l'insécurité.
Cette décision a été officialisée dans un communiqué conjoint le dimanche 28 janvier courant par les autorités militaires de ces trois nations prenant en compte les attentes, préoccupations et aspirations de leur population. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples de ces trois pays sahéliens constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme, disent-ils dans le communiqué. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger accusent l'organisation de ne pas les avoir aidés face aux djihadistes qui sévissent depuis 2012 au Mali d'abord, puis aussi chez ses deux voisins, faisant des milliers de morts, combattants et civils et provoquant le déplacement des millions de personnes. À la suite de cette annonce, la CEDEAO s'est dite prête à trouver une solution négociée à l'impasse politique créée suite au communiqué conjoint. Ces trois pays concernés restent de membres importants de la communauté, souligne encore la CEDEAO dans le communiqué le même dimanche. Rappelons que cette organisation sous-régionale était jusqu'à présent composée de 15 membres. À ce propos, nous avons fait appel à notre éditorialiste, le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, président de journalistes de Kinshasa, mais aussi expert en matière des questions continentales et internationales. Bonjour. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, on parle d'un Brexit africain, carrément. Est-ce que ce retrait est tellement grave sur le point de vue continental? C'est un retrait symbolique, pour ne pas dire significatif, par rapport à toutes ces organisations sous-régionales. Ça commence avec la CEDEAO, ça risque d'aller avec l'UMOA et ça va même toucher d'autres organisations comme le CAC au niveau d'Afrique centrale et même ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Est. Parce que ces organisations sous-régionales ont été phagocytées par des grandes puissances depuis très longtemps. Rappelez-vous que même l'Union africaine ou l'OIA, à sa création, il y a eu deux tendances. Une tendance des panafricanistes et une tendance de ceux qui voulaient la collaboration avec les anciennes puissances coloniales. Et les Occidentaux ont toujours voulu phagocyter ces organisations pour essayer d'influer sur les décisions qui sont prises. Rappelez-vous que l'OIA, par exemple, son siège à Addis Abeba est financé par la Chine. Et les Occidentaux ont toujours dit que dans ce palais d'Addis Abeba, il y a des micros, les Chinois espionnent les Africains, etc. Mais ce qu'on n'ose pas dire très souvent, c'est que l'OIA, ou l'UIA aujourd'hui, est financé par l'Union européenne et même les Occidentaux pour son fonctionnement. Et donc, les décisions qui sont prises ne sont pas du tout indépendantes. Dans le cas de la CEDEAO, ce qui s'est passé, notamment au Niger, ou au Mali, est symptomatique de ce qui se passe dans cette région. Il y a ce qu'on appelle l'influence de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui sont un peu, je dirais, les tremplins de la France et des Occidentaux en général, qui influent dans ces pays. Et donc, aujourd'hui, avec la Russie qui joue un rôle très important au niveau de ces trois pays, ils ont décidé de quitter la CEDEAO compte tenu de conséquences néfastes, des sanctions qui ont été prises contre ce pays. Et je pense que ça va aller en grandissant. Donc ils ont déjà fait leur choix de la Russie. La raison évoquée, notamment l'influence des puissances étrangères, devenue une menace pour les États membres, n'est qu'un prétexte dans ce cas, ou bien ça vraiment... C'est la signification même de la réalité des choses. Rappelez-vous que la menace d'intervenir au Niger, c'était plus la France qui voulait cette intervention. Et les Américains ne voulaient pas des tout parce qu'ils pensaient que ça allait basculer tout de suite avec l'uranium nigérien dans le camp de la Russie. Mais la Russie a réussi, d'une manière un peu, je dirais, stratégique, d'attirer les trois pays. L'autre pays qui est sur aujourd'hui la brèche, c'est le Tchad. Rappelez-vous que le Tchad, c'était le dernier soutien de la France dans la sous-région. Le Tchad, le président tchadien, a effectué une visite symbolique, pour ne pas dire significative, au niveau de Moscou. Il a été reçu en grande pompe. Et le Tchad, il y a à peine 3 jours, a exigé la fin de tous les accords signés avec la France, notamment depuis l'accession du Tchad à l'indépendance. Ce qui veut dire que c'est un tournant. Le Sud global dont on parle est en train de prendre de la place. Le Brexit, la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie principalement sont en train de gagner beaucoup d'espace en Afrique. Comment la RDC devrait observer cette situation? Le week-end dernier, on a vu un balai diplomatique ici, partant ne serait-ce que de cet événement. Est-ce que la RDC
d'office rangée du côté de la CEDEAO ou bien elle devrait observer une certaine neutralité? En réalité, ce qui se passe, c'est le changement, c'est les mutations aujourd'hui qui s'opèrent sur le plan panafricain. Ne vous étonnez pas quand vous verrez que l'OIA, par exemple, l'Union africaine, va connaître des mutations comme ça. Les gens vont pouvoir quitter l'Union africaine parce que l'Union africaine est devenue inefficace. Ce qui s'est passé notamment en Libye, n'ont pas protégé les Africains, ce qui se passe en ce moment d'ailleurs au niveau de l'Afrique de l'Est, ce qui se passe en Somalie, ce qui s'est passé au Soudan. L'Union africaine n'a pas joué un rôle, on va dire, significatif. La RDC connaît un génocide. L'Union africaine est complètement muette. Ce qui veut dire que si nous voulons jouer un rôle important aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire entendre notre voix. La monnaie unique, parce que ce qui est aujourd'hui dans la ligne des mires de ces pays, c'est le franc CFA. Quand ces pays vont créer leur monnaie, ça va diminuer en quelque sorte le rôle et l'influence de la France. La RDC, qui aujourd'hui a sa propre monnaie, mais est arrimée sur le dollar, avec le partenaire stratégique comme l'Union européenne, les États-Unis, etc., doit s'affirmer. Nous venons d'avoir 7 milliards de dollars de la Chine. C'est dit, jamais vu. Rappelez-vous que ce 9 milliards de dollars obtenus par Joseph Kabila dans le contrat chinois, il en avait consommé 3. Il en restait encore dans les pipes, mais nous avons connu la pression du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, tous ces gens-là, pour geler le restant. Et donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi est réparti sur le contrat le plus important du siècle, on l'avait dit. Les 7 milliards obtenus par Alinguete, c'est par rapport à ce que Kabila avait obtenu, les 9 à l'époque. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a été, on va dire, créé entre-temps. Mais ce qui est plus important aujourd'hui est qu'on s'affirme, qu'on ait des partenaires stratégiques qui peuvent nous donner des armes, qui peuvent nous aider à stabiliser le pays à l'Est. Et là, le président Tshisekedi doit avoir des vrais diplomates, des vrais communicants qui doivent essayer de rentabiliser cette situation géopolitique qui s'installe. Pour terminer, un mot également, Monsieur le Président, sur l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a la session inaugurale avec un Parlement pratiquement sans opposants. Quand on sait que Félix Tshisekedi aspire à des grandes réformes, est-ce que cela est un couloir pratiquement pour le président réélu? C'est bien et ce n'est pas bien en même temps. C'est bien parce qu'il va pouvoir avoir les mains libres pour entamer des réformes et ne pas avoir beaucoup à négocier, comme autrefois avec ses députés, pour faire passer des textes, etc. Et ça va permettre d'aller vite. Mais encore faut-il compter avec la cupidité et je dirais même la versalité de notre classe politique. Parce que quand on voit les groupes parlementaires qui sont créés, aujourd'hui les plateformes plutôt créées par la classe politique aujourd'hui, les Camérés, les Samalokonde, etc., est-ce qu'ils vont être loyaux vis-à-vis de Tshisekedi par rapport au nouveau gouvernement qui sera mis en place, par rapport aux nominations, etc. Quid de tout cela? Ce n'est pas bien dans une démocratie. Pourquoi? Parce qu'on est revenu un peu à ce qu'on appelait le moboutisme d'antan. C'est-à-dire papa beau, parti beau, etc. Et ça ne va pas nous arranger dans un débat contradictoire politique dans une démocratie. Raison pour laquelle la place de l'opposition est prépondérante. Il faut laisser les débats au niveau du Parlement. Comment voulez-vous qu'il y ait des contrôles, notamment du gouvernement, s'il n'y a pas de vrais opposants qui s'attaquent ou qui s'attaquent à des choses qui ne sont pas correctes. Donc, moi j'aurais voulu qu'on laisse une centaine de députés à l'opposition, même si les opposants ne sont pas présentés pour avoir des candidats ou plutôt des élus, mais qu'on n'essaie pas de débaucher, parce que j'en ai même appris qu'on est en train de débaucher même les maigres élus de l'opposition qu'il y a. Ce n'est pas bon, parce que ça ne va pas nous aider à avoir un débat contradictoire dans un Parlement qui est déjà monocolore. Il ne faut pas que ce soit une caisse de résonance du gouvernement ou une chambre d'enregistrement tout simplement. Il faut qu'on ait des députés qui évoquent des vrais sujets, qui débattent et qui est ce qu'on appelle le contre-pouvoir. En quelque sorte, la séparation du pouvoir doit être effective dans notre pays. Merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba, je rappelle, directeur général de Télé50, président de Journalistes de Kinshasa et sur ce plateau dans sa casquette de éditorialiste. Merci. Un mot de social à présent. Le directeur général de Transco, la compagnie nationale de transport en commun, Cyprien Mbéré Moba, a doté le centre médical de cette entreprise de nouveaux matériels, des médicaments pour assurer le soin de santé des agents et cadres de cet établissement public.
C'est une action des plus à mettre à l'actif du bâtonnier Cyprien Mbere-Moba, directeur général du transport au Congo. C'est samedi 27 janvier 2024, Cyprien Mbere-Moba, aux côtés de son adjoint Flori Boatuka, a remis un lot important de matériel moderne d'intervention chirurgicale et d'accouchement acquis sur fonds propres, estimé à $20 000 américains. Parmi ces matériels dotés à ces centres de santé, il y a entre autres un lit chirurgical moderne, une boîte chirurgicale, de pinces, des lampes, un aspirateur médical et tant d'autres. Tout en saluant le management éclairé du bâtonnier Cyprien Mbere-Moba, le médecin-chef de centre de cet établissement public revient sur l'importance de ces matériels. Ces matériels sont très largement significants pour un centre médical parce qu'on manquait de beaucoup, mais avec ça, je dis que nous sommes vraiment à la hauteur. Par ailleurs, Bijou Mwangue, présidente de la délégation syndicale Transco, a quant à elle remercié l'actuel comité de gestion pour cette action salvatrice et invite les agents et cadres à faire confiance au personnel soignant du centre de santé Transco. C'est une première dans l'histoire des Transco. Ça fait 10 ans, jour pour jour, depuis que Transco est Transco, c'est la toute première fois de recevoir de tels matériels. Lors de son discours devant quelques agents et cadres, le bâtonnier Cyprien Mbere-Moba a précisé que cette action qui entre dans les cadres du soutien aux actions du chef de l'État Félix Tshisekedi vise à offrir des soins de qualité aux agents Transco et leurs dépendants. Elle vise également à réduire les charges qui pèsent sur l'établissement en termes de dépenses liées à la prise en charge médicale des agents Transco. On a acheté ça, pas pour Mbere Cyprien, pas pour Boatuka Flori, c'est pour les agents de Transco. Retenez que le centre de santé Transco situé au dépôt 2 de cet établissement de l'État à la 18e rue Limété, œuvre du comité Mbere, ouvre désormais ses portes au grand public. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Au bout de la nuit, les Léopards ont fait crier les deux Congo avec une victoire historique face au Pharaon d'Égypte, 7 fois champion de cette compétition. La RDC se qualifie en quart de finale et va rencontrer la Guinée-Conakry qui a obtenu son ticket quelques heures plus tôt. Il se tient à l'Assemblée nationale ce lundi une session inaugurale pour la 4e législature avec les 477 élus nationaux provisoirement, un rendez-vous des multiples enjeux quand on sait que le président réélu aspire à de nombreuses réformes qui passeront par la Chambre basse. 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Il s'agit du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans leur communiqué, ils expliquent que leur départ est causé par l'influence des puissances étrangères qui est devenue une menace pour les États membres de la CEDEAO et les populations dont elle est censée assurer le bonheur. Vous avez suivi l'analyse de Jean-Marie Kassamba, éditorialiste dans ce journal. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochokum, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, naturellement, Assemblée nationale, déjà à la plénière inaugurale pour la 4e législature ce lundi. Justement Christopher, je vais même de le suivre dans votre journal. Tel que l'annonce le média en ligne radiocapi.net, en sa une d'ailleurs, sous le titre « Assemblée nationale, plénière inaugurale ce lundi pour la 4e législature ». Ce média souligne donc que la plénière inaugurale, présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 114 de la Constitution, est donc portée essentiellement sur la mise en place du bureau d'âge présidé par le doyen de la Chambre, dans ces cas Christophe Mosonkodia Ampuanga, qui sera assisté par 2 plus jeunes élus, dont Emmanuel Bahati, fils de l'actuel président du Sénat par exemple. Législature 2024-2028, validation des pouvoirs des députés, rédaction du règlement intérieur, élection et installation du bureau définitif parmi les enjeux de cette session extraordinaire. C'est les titres Christopher, évocateur et kilométrique en même temps du média en ligne actualité.cd. Pour ce média, au cours de cette session, l'identification de la majorité parlementaire sera également effectuée. Cette étape est cruciale pour calculer la répartition de postes, bien sûr, au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cette démarche nécessite, poursuit le journal, la nomination d'un informateur
par le président de la République lui-même et la signature de la déclaration d'appartenance à l'opposition ou à la majorité parlementaire. Christopher. Entre-temps, Union sacrée de la nation, le PCR pour un Congo renouvelé, crée la panique. Jean-Lucien Boussa, un des initiateurs, parle de la nécessité de casser l'immobilisme. Bien sûr, Christopher, comment passer à côté de ceci? Ça fait la une de journaux. Les sujets est à la une aussi du journal La Prospérité, tel que vous pouvez le lire sur le grand écran. Ce propos du leader de C2R et de la Code, Jean-Lucien Boussa, tombe justement pendant qu'on parle encore des bonnes guerres au sein de l'Union sacrée de la nation, avec l'UDPS en première position en termes du nombre de députés nationaux, suivi de pacte pour un Congo retrouvé, nouvelle plateforme au sein de l'Union sacrée de la nation. Pour un deuxième mandat réussi du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avant les élections, ne doit pas être comme après les élections du 20 décembre 2023. Décidément, tout doit changer, tout doit bouger. Il faut espérer mener à bon port le deuxième mandat du président de la République et réussir les paris de l'innovation, Christopher, de la créativité et surtout de l'amélioration du vécu quotidien de population grâce à la mise en mouvement de nouvelles politiques publiques, explique ici M. Jean-Lucien Boussa Togwa, une grande figure d'ailleurs de ces pactes pour un Congo retrouvé. Pourquoi toutes ces réformes? Eh bien justement pour accompagner, n'est-ce pas, le président de la République démocratique du Congo à réussir son second mandat. C'est par ces phrases percutantes de Jean-Lucien Boussa Christopher que nous bouclons bien sûr la revue de presse pour ce lundi. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette revue de presse. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. C'est moi qui vous remercie Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.